Bref, on va parler de création, de pensée, de réflexion, de philosophie, d'art, de livres d'art. J'ai entre les mains un très beau livre. Je ne sais pas si la caméra arrive à le filmer. Je vais essayer de toutes les façons de le mettre comme ça un peu devant la caméra. Peut-être que Sofiane pourra le filmer. Euh, c'est un livre qui s'intitule Ashq ou bien L'amour selon Nasr Akhmir. Nasr Akhmir qui est mon invité pour cette heure. Bonsoir si Nasr. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va, comme tout le monde. Quel beau livre. Combien de temps vous avez mis pour le faire? L'histoire du livre démarre en 1991. Mais il y a bien longtemps. Il y a presque 30 ans. Wow. À l'époque, vous savez, l'histoire, je vous la raconter très court. Chaque année à Berlin, il y a la maison du peuple, il y a une grande maison connue qui est une rotonde. Ils choisissent 10 films du monde entier, 10 films de l'année, ils les passent. Ils ont choisi Le Collier perdu de la Colombe. Mon film de l'époque est sorti en 1990. Et dans le débat, il y a un jeune Allemand qui tout d'un coup il attaque la culture arabe, il devient violent dans ses termes. Il est un peu raciste extrémiste, c'est ça? Un peu en disant, mais qu'est-ce que vous avez donné au monde? Vous qui prétendez à tant de beauté, à tant de choses dans votre film, qu'est-ce que vous... Je dis, monsieur, vous savez que les Allemands et les Arabes partagent quelque chose de très important, à savoir l'amour de la langue. Votre amour de la langue vous a donné une langue philosophique. Et notre amour de la langue a donné la poésie. Une langue poétique, effectivement. Voilà, complètement. Oui, un peuple de poètes. Et un peuple de poètes perdus, entre guillemets. Voilà. Et je lui ai dit, si j'ose dire. Tout à fait. Et je lui ai dit, prenons un exemple. Combien de noms pour nommer l'amour chez vous? Comment ça? Est-ce qu'il est spécialiste de la langue allemande, lui, déjà, pour pouvoir répondre? Un jeune philosophe est automatiquement connaisseur de sa langue. Et donc, à partir de ça, moi, je commençais à lui dire, on a, disons, 60, et je commence à les nommer. Et la salle a applaudi. Et j'ai compris là une chose essentielle, les civilisations doivent communiquer non pas par le discours, mais par l'émotion. Parce qu'universelle, ce qu'elle apporte, que les autres n'ont pas à la limite. Chaque langue a sa spécificité. Elle est singulière, oui. Et je lui dis, monsieur, vous savez ce que c'est une langue? Une langue, c'est l'accumulation de l'histoire des générations. C'est le visage de nos ancêtres. C'est-à-dire qu'une langue, elle ne se forme pas en très peu de temps. C'est comme un galet qui roule du temps. Et donc, c'est elle qui traduit le mieux la nature et les rêves de ce peuple. Et donc, à partir de cela, j'ai dit, il faut absolument que je fasse quelque chose. À travers ces noms de l'amour. Ce que je dois comprendre, Sina, c'est que ce livre est pour eux et non pas pour nous. Non, c'est pour les autres? Non, pour moi, c'est un livre universel. C'est-à-dire ceux qui croient à l'universel, n'importe où. D'ailleurs, j'ai tenté même. Une fois, j'étais invité à Cannes. Et j'ai pu rencontrer Gong Li, l'actrice chinoise. Et j'avais eu l'idée, à un certain moment, de faire dire les noms de l'amour avec... de leur donner les textes et de les filmer pour dire les noms de l'amour dans toutes les langues, à partir naturellement de la traduction arabe, ou française ou en langue anglaise, et faire une sorte de film un peu bizarre avec toutes les actrices qui veulent bien me dire un des noms de l'amour. Et j'avais obtenu de Gong Li un accord de principe. Elle n'était pas la seule, et d'autres. Et puis, les circonstances, je ne vais pas raconter toutes, ont fait que je n'ai pas pu faire ce film. Et donc, j'ai décidé de l'écrire. Est-ce que c'est un projet reporté? Non, c'est difficile parce qu'à mon avis, à mon âge, il est très difficile de trouver de l'argent. C'est-à-dire que le cinéma a changé de nature. Il n'est plus ce qu'on a connu, il est devenu une surenchère entre médias et politique. C'est-à-dire qu'au fait, on traite les choses au niveau du premier degré. On ne cherche pas. C'est-à-dire que
dans un monde qui est devenu commerçant avant tout, il est difficile de leur dire, mais vous savez, il y a des choses qu'on peut, qu'on peut pas quantifier, qui n'ont pas de valeur marchande. Et ça passe Ils sont plus. inestimables. C'est une histoire. Ça ne passe plus. Donc c'est très difficile. Moi, toute ma vie, en plus, ce thème m'a travaillé tellement que sur 30 ans, j'ai pris des notes et des notes et des notes. Et avec le Covid, lorsque en mars s'est tombée la première fermeture... Vous étiez où? Vous étiez à Tunis? Je devais partir justement pour un festival, etc. Je suis resté à Tunis. Et j'ai travaillé sur le livre. Voilà. Ah, vous étiez revenu à vos, comment dire, à vos brouillons, à vos... Voilà, et je me suis dit... c'est un projet à finaliser. Voilà, et je me suis dit, comme le dit René Char, vivre, c'est s'obstiner à achever un souvenir. Effectivement, j'allais vous poser la question sur cette citation que vous mettez au début du livre. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette citation? Je vais juste la rappeler et vous laisser nous expliquer pourquoi ce choix. Vivre, c'est s'obstiner à achever un sourire. Et en anglais, to live is to persist in finishing a memory. C'est René Char. Le livre, il est bilingue, il est écrit en français et en anglais. Oui. Je l'ai fait il est traduit en anglais par un ami, McGuinness, Justin McGuinness, et une belle traduction. Et il s'est passé des drôles de choses avec les noms de l'amour, parce qu'une fois j'étais invité, il y a des années, à Harvard pour présenter Baba Aziz, et à Boston College pour discuter des... Et à l'occasion, j'ai montré les noms de l'amour à monsieur... comment on appelle, là j'ai un petit trou de mémoire, mais non, c'est un grand ami en plus. L'éditeur? Non, le présentateur, celui qui a préfacé. Ah, d'accord, le monsieur qui a préfacé. James Morris. James Morris est un professeur à Harvard. Il s'occupe des doctorants. Oui. Et je lui ai montré quelques noms de l'amour, ils n'étaient pas tous faits. Et il m'a dit, mais il était émerveillé. Il m'a dit, je vais les partager avec mes élèves. Il en a fait une leçon à Harvard, voilà. Je crois. C'est ça, il a enseigné ça voilà. Pour ses étudiants. Et pour l'année prochaine, il a décidé que tout son séminaire va se passer autour de l'amour chez Ibn Arabi. Il nous a envoyé un mail. L'année prochaine, donc ce sera en 2022. Voilà. C'est Nasser Khmil, je vous ai reçu directement, on est entré directement dans le sujet, on a parlé du livre, on va revenir, on va en reparler encore. Mais j'ai pas dit que vous êtes... je ne sais pas s'il y a des gens en Tunisie qui ne vous connaissent pas, mais bon, j'ai pas dit de toutes les façons que vous êtes écrivain, conteur, peintre, sculpteur, dessinateur, calligraphe, auteur, comédien au théâtre à un certain moment aussi, non? Scénariste, réalisateur de cinéma. Vous avez fait vos études de cinéma à Paris, vous avez écrit des dizaines de livres, vous avez fait des dizaines... Une quinzaine à peu près. Une quinzaine, d'accord, une quinzaine de livres. Beaucoup de films aussi. Je pense que vous êtes l'un des cinéastes tunisiens les plus productifs, qui a le plus de films à son compte. D'habitude, on consacre une vie pour la carrière d'écrivain ou de conteur ou de réalisateur cinéma. Et vous avez plutôt 7 ou 8 vies. Comment vous avez fait pour avoir le temps pour faire tout ça? Et pour en même temps voyager, vous ne vous installez jamais à une seule place, vous êtes tout le temps en mouvement. Au fait, c'est un grand voyageur. Oui, j'ai vécu nomade. En fait, j'ai vécu nomade, mais très tôt. Presque vers les 20 ans, je commence à aller un peu dans tous les... Parce qu'il y avait dès le début, il y avait un malaise ici par rapport mon à la histoire se société résume tunisienne. En 2 mots. Comment dire, ça se raconte en 2 mots. Mon père a passé 30 ans de sa vie à peu près pour la lutte nationale. À la lutte nationale,
On lui demande qu'est-ce que tu veux. Il connaissait bien Bourguiba, à telle enseigne que Bourguiba et Ben Youssef et Bébé Junior ont assisté à son mariage. Donc c'est pas un inconnu. Et il leur dit, c'est très simple. Moi, j'ai vendu la moitié de mon domaine pour financer la lutte nationale. Et tout ce que je demande, c'est que vous me rendez mes domaines. Je ne demande rien d'autre. Naturellement, on ne lui a jamais rien rendu. Et moi, j'ai eu, avec ce que j'ai vu chez mon père, une haine de la politique. Une haine féroce de la politique, telle qu'elle est vécue au premier degré ici, le micmac, le truc. Et j'avais décidé de partir, de m'exiler. D'autant plus que mon projet est un projet de civilisation. Moi, mon problème avec la société est complexe. C'est-à-dire que les gens pensent qu'un film peut résoudre un problème politique. C'est pas vrai. Le temps de faire le film, il faut écrire 1 an, 2 ans, 3 ans. Trouver l'argent. Babazi, j'ai mis 10 ans pour trouver l'argent. Donc qu'est-ce que je vais résoudre? Tout ce que je peux défendre, à mon niveau, c'est une civilisation. Le problème, c'est que la société, elle est dans les phénomènes pressés, le jour, qui triomphe de quoi. Dans l'esprit de consommation. Voilà. Et personne ne vous attend. Vous n'existez pas dans le monde. Donc, tout ce que vous pouvez faire, c'est cultiver votre jardin. Regardez ce que vous avez, quel héritage, d'où vous venez. Et comme ça, vous saurez peut-être où aller. Donc, moi, ça m'a travaillé très jeune. Et mon engouement pour toutes les expressions était lié à mon envie de découvrir le langage. Parce qu'au fait, c'est quoi ça? Un être humain est en bonne partie structuré par le langage. Que ce soit visuel, que ce soit la langue, que ce soit même la marionnette. Chaque art a son langage. Cette découverte du langage où j'ai travaillé beaucoup avec les enfants, entre autres, m'a fait comprendre qu'il n'y a pas d'imaginaire sans langage. Il n'y a pas de création sans langage. C'est la découverte du langage qui t'alimente pour créer quelque chose. Et créer, il n'y a pas de liberté sans création. Tout ça est lié. Donc j'étais dans une quête à la fois de liberté à travers la création et une sorte de boulimie face à la découverte du monde. Et je m'intéresse à la marionnette, je m'intéresse au film d'animation, je m'intéresse à tellement de choses. Oui. On me dit, mais c'est pas sérieux. Je dis, mais je ne veux pas faire un métier. Mon problème n'est pas de faire un métier. Mon problème, dès l'enfance, c'était de comprendre. Pourquoi ça fait quelque chose de magique? Pourquoi ça... Et en plus, en pensant que réellement, profondément, la fonction de l'art, c'est de donner de l'espoir. C'est de donner de l'espoir. Donner de l'espoir, c'est Parce ça. que l'homme est tellement accablé par tellement de choses, il a tellement peu de marge, il est tellement manipulé, que donner de l'espoir, c'est lui donner un bol d'air. Ce qui nous manque en ce moment. Est-ce que vous estimez que vous avez donné de l'espoir? Il m'arrive parfois des échos étonnants. Des gens qui m'écrivent d'Inde ou d'Australie ou d'ailleurs. Mais pas de Tunisie? Très peu. Très peu? Très peu. Les Tunisiens sont dans une époque où ils sont plutôt trop terre à terre. Un peu omnibulés par... C'est le caractère uniquement de cette époque dans laquelle nous vivons? Est-ce que vous n'avez pas l'impression que ça a toujours été comme ça? Non, je ne pense pas. Vous savez, les générations, la génération moi j'étais très proche de mon père, donc la génération de mon père, c'est une parole, la dignité commence par la parole tenue. Où est-ce que je peux trouver ça aujourd'hui? La parole est devenue un mensonge. C'est ce qui rend très difficile la démocratie.
C'est lorsque le mensonge, la parole devient un tissu de mensonge, un leurre, et que ma mère a cette histoire incroyable, elle dit, ma mère raconte toujours des histoires, j'adore ça, pour un peu signifier le monde. Elle dit, il y a une vieille femme qui passe avec un plat de couscous sur la tête, et elle rencontre un gaillard bien bâti qui lui dit, grand-mère, mais la parole, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle peut faire, ou la malédiction, qu'est-ce qu'elle peut, ça reste toujours de la parole, qu'est-ce qu'elle peut faire? Il dit, oh mon fils, ça soulage le cœur. Elle dit, dans ce cas-là, donne-moi ce plat. Il se met à le manger, elle commence à le maudire, il lui dit, tu peux toujours parler. Et nous sommes dans cette situation où quelqu'un est en train de manger le plat et on ne peut rien faire. Parler, mais l'autre ne répond pas. Il est indifférent. Il sait que c'est lui qui a le pouvoir, qui use de la violence, qui a en main la violence. Donc c'est très curieux comme situation, mais et c'est pour ça que je me suis un peu écarté. Je fais un peu un pas en arrière pour essayer de travailler sur des moments de civilisation. Parce que le nom de l'amour, ça c'est partagé avec tout le monde. Aussi bien un Chinois qu'un Vietnamien. L'humanité de tout bord. Voilà, qu'un poète. Ça parle à tous les êtres humains. Qu'un poète, qu'un philosophe. Dire, voilà, dire, je suis arabe. Mais avec quoi je suis arabe? Je suis arabe, j'ai ça dans mon jardin. Venez voir, c'est tout. Et donc c'est cette idée de partager ce qui est universel en nous, chez nous, ce qu'il y a de mieux en nous, et de tirer vers ça. Dans ce livre, qui est un grand livre quand même, Sina Sarahmir, c'est un grand travail, et ça se voit que c'est un travail de longues années, justement une récolte de longues années, un rassemblement minutieux, lent, très passionné et très patient. Il y a beaucoup de textes, il y a des toiles, des peintures, ce sont les vôtres, je crois. Oui, c'est les miens. Basées principalement sur la calligraphie, entre guillemets. Ça comporte, je crois, plusieurs noms, dénominations de l'amour, c'est ça? C'est les 60 noms. C'est les 60 noms. Interprétés en peinture. Et vous avez les tableaux, ils sont où? Ils sont chez moi. Ils sont tous chez vous? Voilà. Vous ne comptez pas en faire une exposition? J'ai essayé, mais c'était compliqué. Vous savez, il y a un proverbe tunisien qui dit alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai essayé de faire une exposition et je me suis trouvé roulé dans la farine, alors j'ai refusé. Vous avez laissé tomber pour le moment. Alors je reviens à ce livre, Sina Sarahmir. Je rappelle que c'est un livre qui a comme titre L'amour selon Nasr Khmir. Mais alors selon Nasr Khmir, parce que c'est un choix personnel, c'est une interprétation. Voilà, je vais venir justement au texte, au contenu de ce livre, pour vous laisser nous expliquer qu'est-ce que vous avez fait exactement. Le livre en arabe c'est Ashq. Ashq, je crois que c'est le summum. C'est un des noms. C'est pas le degré ultime. Oui, mais c'est le degré mystique. C'est le degré mystique, effectivement. C'est l'amour des soufis. Oui, l'amour c'est la fusion dans l'âme de Dieu, je crois, du Créateur. Donc, j'ai dit qu'il y a beaucoup de textes dans ce livre. C'est des textes que vous avez rédigés. Entre autres, on peut trouver aussi des extraits, des citations, des extraits de poèmes. Mais autour de ces quelques citations, ou de ces quelques vers de poésie, il y a beaucoup de développement, de textes rédigés, de réflexions de Nasr Khmir. Qu'est-ce que vous avez fait justement? Vous avez pris les noms de l'amour et par la suite, qu'est-ce que vous avez fait? Et pourquoi est-ce que c'est votre point de vue ou c'est votre conception très particulière de l'amour? En fait, ces livres aussi complètent mon œuvre cinématographique. Toute l'œuvre cinématographique ou quelques films bien non, précis? presque tous. Presque, au fait, tout ce que j'ai fait presque tous mes films sont un acte d'amour. Hein. Tous. Je prends même Yasmina, qui est ma grande tante, je fais un film absolument avec des bouts de ficelle sur elle, parce que je l'adore.
En fait, C'est votre tante maternelle ou paternelle? Maternelle, ma grande-tante, en fait. Ma grande-tante, c'est pas... elle est morte il n'y a pas longtemps, à 104 ans. Et c'est un personnage. Bon. Et tous les personnages, en fait, tous les films sont... Ou Looking for Mohideen, c'est un acte d'amour. Baba Aziz est un acte d'amour. Baba Aziz. Le collier perdu de la colombe, c'est quoi le sujet? Le sujet, c'est qu'est-ce que c'est cette société arabe qui, au Xe siècle, en Andalousie, début XIe, un certain Ibn Hazm, un grand auteur, reçoit une lettre qui lui demande qu'est-ce que l'amour au juste. Il répond par un livre extraordinaire, d'une qualité rare. On parle du début du XIe siècle. C'est le collier de la colombe, c'est Tawq al-Hamama. Tawq al-Hamama, que tout le monde connaît. Mais on ne sait pas, on ne mesure pas quel miracle c'était ce livre. Et pour moi, c'était, lorsque je l'ai découvert, adolescent, c'était un choc fabuleux. Et c'est pour ça que j'ai fait un film qui s'appelle Le collier perdu de la colombe. Parce qu'on a perdu, qu'est-ce qu'on a perdu en 10 siècles? Pourquoi cette société a banni l'amour de tous ses horizons? Et que elle bricole, elle n'ose pas, elle est... Et que, comment dire, l'axe du féminin a été attaqué de toutes parts, etc. Mais ça, c'est un autre développement qu'on peut faire. Et donc, j'avais fait un film sur ce thème de la perte, de l'amour perdu. Parce que je m'étonne que dans les sociétés arabes, en règle générale, ce thème est banni. Malgré qu'ils chantent. Ils n'arrêtent pas de chanter. Ça existe dans les chansons, oui, dans les poèmes aussi. Naturellement, mais c'est banni de la société. Ce sentiment... vous trouvez ça comme une sorte de... Comment dire, de schizophrénie, de coupure, de dédoublement? C'est une malédiction? C'est une malédiction. C'est une malédiction. Une société qui ne peut pas, qui n'ose pas aimer, ne peut pas survivre. Ne peut pas vivre. Elle peut consommer, ok. Elle traduit sa fin d'une humanité absente. Elle est sans qualité. Et qu'est-ce qu'on peut opposer à tous les à tout ce qu'on veut, à part cette capacité d'aimer? Pour moi, c'est la vraie révolution. D'accord. Vous avez fait ce livre, entre autres, pour répondre à cette question aussi, pour apprendre à nous autres que ce qui est perdu chez nous, en nous, la solution, c'est ça, c'est de retrouver le vrai sens, cette capacité d'aimer. Parce que lorsque tu as ça, tout le reste surgit de partout. C'est-à-dire que on devient complètement, comment dire, on s'ouvre au monde. On a dans nos sociétés une éducation de la peur, constamment, de l'intranquillité, on est dans la crainte constante, on est sans place. On était sujet, maintenant avec la Révolution, on le dit, on est citoyen, enfin on est citoyen. Moi je me posais la question, est-ce que je vais mourir sujet ou est-ce qu'un jour je deviendrai citoyen? Oui, mais être citoyen, on ne peut pas vivre avec le mensonge. L'amour est lié. Il y a une maxime une parole du prophète qui dit Allahu jamilun wa yuhibbul jamal. Dieu est beau, il aime la beauté. Et il aime la beauté. Là où il y a de l'amour, il y a de la beauté. Là où il y a de la beauté, il y a de l'amour. Et à mon avis, en Tunisie, et beaucoup plus loin dans le monde arabe, il y a un grand déficit d'amour. Avant le déficit économique, parce que tu ne peux pas créer sans aimer, tu ne peux pas. Il n'y a pas de création sans amour. Ça fait des générations que cette attitude est ancrée, Nasser Khmir. Je ne pense pas qu'un livre pourrait à lui seul, ou un film pourrait à lui seul, changer cette attitude, changer la mentalité, changer la conception, changer la sensibilité de tout un peuple. Est-ce que vous pensez qu'il
il y a une porte magique qu'on devrait ouvrir pour effectivement rééduquer. Est-ce que le mot est à sa place? Est-ce qu'on peut rééduquer les gens, les êtres à l'amour? Les gens, non, mais les enfants, oui. Les enfants, donc c'est l'éducation. Ah oui, non, non, mais moi, j'ai fait deux films là-dessus. Effectivement, je voudrais revenir à ces deux films. Effectivement, je voudrais que vous en parliez parce qu'ils sont ignorés par la majeure partie du public tunisien. Moi, j'en connais un déjà qui est Par où commencer, n'est-ce Oui. pas? Et c'est un film qui est purement politique. Vous avez dit tout à l'heure, au début de notre entretien, que vous avez détesté la politique depuis votre jeune âge, mais vous êtes revenu. C'est-à-dire que c'est vrai que vous vous éloignez, que vous vous coupez un peu de nous, de notre société, de notre vécu, de notre réalité, mais vous revenez assez souvent. Et en 2012, je crois que vous étiez revenu avec la Révolution. Vous avez tendu une main vers cette société, vers cette population, vers ce pays. Je crois que vous aimez et qui vous fait souffrir. Je crois que c'est un amour qui vous fait souffrir un peu, non? La Tunisie. C'est pas ça? Non, j'ai appris à ne rien attendre très tôt. C'est une réponse évasive, n'est-ce pas? Non, non, mais c'est vrai. C'est qu'un jour, j'ai raconté à un haut fonctionnaire dans l'administration les malheurs de mon père, qui me restent sur le cœur. Qui vous reste sur le cœur, oui, ça se voit. Et il me dit, mais on va tout faire pour vous rendre le terrain. Justice, oui, Oui. c'est ça. Je rigolais, mais je dis, je suis pas, je ne rêve pas de propriété, et deux, c'est pas moi qui est inconsolable, c'est lui. Il est déjà parti. Il est déjà Donc parti. c'est déjà trop tard. Ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est pas un lopin de terre de plus qui m'intéresse. C'est de se sentir, il n'y a pas de cité sans justice. Il n'y a pas de société sans justice. Et cette société se ment à elle-même, elle triche. Elle triche tout le temps. Elle est entre deux. C'est insupportable. C'est insupportable. Revenons à ces deux films, donc, qui parlent de l'éducation, de l'enseignement, et qui s'ouvrent vers les prochaines générations pour les enfants. Donc, il y a Par où commencer, l'autre film, L'histoire du pays du bon Dieu. Oh, c'est votre film de 1975, c'est votre tout premier Oui, mais film. moi, j'ai fait mon premier atelier à 14 ans. J'ai détourné mes copains avec qui jouaient au foot, je les fais rentrer, zaouia. Vous jouiez au foot à l'époque, Oui. d'accord? Au football, donc c'était déjà populaire depuis... Oui, non, cette époque. on n'avait pas beaucoup d'occupation, donc je l'ai détourné pour venir faire des dessins. Dans la zaouia, on a fait 15 jours de peinture. Ces travaux ont été exposés au Centre culturel américain à l'époque, puis sont allés à Paris, grâce à Jean Duvigneau, le fameux sociologue, qui dit quelque chose de terrible de la Tunisie. Il dit cette phrase étonnante dans son livre sur la Tunisie. Il a fait un livre sur la Tunisie qui s'appelle... Il dit « Je plains les artistes et les intellectuels dans ce petit pays de boutiquiers, de gagne-petit sans risque. » Boutiquier gagne petit sans risque. Terrible. Mais malheureusement, moi je suis plutôt côté... et il y a Paul Klee qui a dit une autre phrase qui est magnifique, il dit, en arrivant en Tunisie, ce pays qui me ressemble. Il était amoureux de la Tunisie, il a passé la majeure partie de sa vie ici à faire des peintures. Il est resté 2 semaines. Ah, d'accord, c'est tout. C'est tout. Mais ça a transformé sa vie. Justement. Et j'avais fait un film aussi avec mon ami Bruno Moll sur le voyage de Paul Klee qui est passé. Paul Klee a laissé beaucoup d'œuvres justement qui portent l'empreinte de la Tunisie. Donc complètement. Ça l'a imprégné pour la vie, pour toute sa vie. C'est pour ça que je dis. Même s'il n'a pas passé beaucoup de temps ici. Non, ça l'a marqué toute sa vie, toute son œuvre. C'est pour ça que je dis, il y a quelque chose à trouver, à chercher. Mais c'est avec l'amour que tu peux le trouver. D'un côté. Mais revenons aux 2 films. Ces 2 films sur l'histoire du pays. Moi, j'ai travaillé avec les enfants jusqu'aux années 80, où j'ai fait une exposition à Beaubourg, qui s'appelle Les Mille et une nuits à Korba. Korba est mon village natal. Et donc... et c'est là où vous habitez, d'ailleurs. Oui. Tous ces travaux
sur le langage, levier de l'imaginaire. Je parle de l'idée, mais les enfants, comment ils participent à cette société? Ils n'ont pas de place. D'ailleurs, politiquement, personne n'en parle. Ils n'existent pas. Et pourtant, c'est l'avenir presque là, à portée de main. Et donc, moi, j'ai travaillé longtemps, hein, au moins, c'est la première partie de ma vie, j'ai travaillé longtemps sur comment on peut décomposer le langage, comment le langage peut absorber l'héritage populaire, l'héritage graphique. On a des héritages qu'on a abandonnés. C'est pas qu'on est pauvre. On a beaucoup de richesses, au contraire. Oui, on est devenu pauvre parce qu'on est ignorant. C'est vrai. Et en plus, comme le Tunisien est un peu effronté sur les bords, plus il est ignorant, plus il est effronté, plus il impose une idée fausse. Et tout est comme ça. Et à la fin, dans une société ou dans un groupe, c'est à celui qui crie le plus fort qui l'emporte. C'est pour ça que moi, j'ai reculé. C'est une spécificité du peuple tunisien, Nasser Ahmed. Vous n'avez rencontré ça chez aucune autre population, dans aucun autre pays? Non, je pense que c'est très simple. Comparez France Culture, la radio française, et Radio Culture tunisienne. Vous allez comprendre. Vous écoutez les deux, vous avez le temps d'écouter les deux déjà? J'écoute souvent les deux et vous comprenez la différence. L'un, il est dans une construction de la pensée, avec toute la violence que ça peut avoir ou ça peut porter, c'est pas anodin. Et l'autre, parfois, il y a une lumière, comme c'est Hamad ibn Jabala ou d'autres. Mais souvent, c'est un simulacre. C'est problématique. On n'arrive pas à avancer. Mais revenons aux enfants. Le thème profond, c'est les enfants. Si on ne fait rien pour les enfants, c'est une société qui est condamnée. Et c'est pas le Covid qui va la condamner, c'est même pas l'économique. C'est si on ne construit pas une grande... C'est quoi construire un enfant ou l'aider à se construire? C'est lui apprendre les nuances. Et les nuances sont dans le langage. On est dans des sociétés binaires, noir et blanc, haram, halal. Il n'y a pas de nuances. Et la vie n'est que nuance, n'est rien d'autre que nuance. C'est pour ça que je reviens au nom de l'amour et je donne ces 60 nuances. En les approfondissant. Il y a par exemple la nuance où on dit c'est un des noms de l'amour, c'est l'épanchement du palmier femelle sur le palmier mâle pour recevoir sa semence. C'est de la folie. C'est dans le dictionnaire arabe. D'accord. Donc c'est toutes ces nuances. On n'a pas à apprendre une vérité à l'enfant. On a à lui apprendre les nuances. Et on doit l'armer, on doit lui apprendre l'intelligence des mains. Et on doit lui apprendre des choses qui sont une construction qui lui permet à voler, c'est-à-dire à créer. Et parce que celui qui ne vole pas, c'est les poules qui ne volent pas. Et on n'a pas besoin d'un peuple de poules, ou de poulpes d'ailleurs, ou de méduses, qui flottent au gré des courants. Des vagues, des courants. Et moi, d'ailleurs, je suis en train de travailler actuellement sur un livre sur Paul Klee. Ça s'appelle Paul Klee et moi, parce que vraiment, il m'a donné ce regard incisif et curieux, surtout très curieux du monde. Pour raconter toutes ces expériences que j'ai menées et dire, il y a un chantier. Si l'espoir au monde se mesure au chantier que nous attend, on a le plus grand espoir au monde. Parce que très peu de choses en ont été faites. On a laissé mourir la culture populaire, le conte a disparu. On a laissé mourir tellement de choses, et qui sont inestimables et qu'on ne peut pas remplacer. Est-ce que vous pensez qu'on a encore une chance pour faire revenir on peut toujours... ces merveilles, toute cette richesse?
Aujourd'hui, alors qu'on est envahi, on est carrément dévoré par le digital, par l'Internet, par l'Instagram, le TikTok, le Facebook, etc. C'est les enfants. Les gens ne se parlent même plus, Sina Sarkhmi. Vous voulez qu'on revienne au conte? C'est une chose merveilleuse. Moi, je redeviendrai une petite fille de 5 ans, je me plierai, je m'assoirai par terre et j'écouterai avec beaucoup de plaisir. Euh, je pense que c'est un peu difficile. Je vous donne mon expérience. C'est comme si vous voulez qu'on revienne un peu en arrière. Ici. Non, pas du tout. Enfin, je vous donne mon expérience. C'est pas un reproche, hein, je je pose juste la question, une question sur le inquiète. compte, sur le compte. Sur le compte. C'est spécifiquement. Moi, j'ai raconté les Mille et une nuits pendant 40 ans. Bon, mais au départ, on était 5 à raconter en France. Henri Gougou, Bruno de la Salle, mon fils Aubin, on était 5-6. Aujourd'hui, il y a 4000, 5000 compteurs en France. Des mille et une nuits. Non, mais de tous les comptes. Compteurs, d'une manière générale. Mais c'est parti de nous. D'accord. On a fait la greffe. Il y a encore l'espoir. On a fait la greffe. Il y a même un truc très amusant que je peux vous raconter comme ça, en survolant. J'ai raconté aussi bien à l'habit sinon qu'à l'habit, l'autre habit, en fait une autre habit, l'habit de Saint-Louis. Et dans mon contrat, je leur dis mettez que j'occupe la cellule Saint-Louis pendant tout le stage. Il est venu chez nous, je viens chez lui, je veux occuper sa cellule. Il me dit on ne le mettra pas dans le contrat, mais on te laisse habiter. Et j'ai habité pendant une semaine durant le stage. L'habit de Royaumont, voilà. Durant tout le stage sur le compte des Mille et une nuits, avec une trentaine de personnes, j'ai habité la cellule Saint-Louis. Il y a des choses comme ça amusantes à survoler, mais on a reconstruit le compte. Le drame ici, c'est que je vois des gens qui s'activent sur le compte, mais mal. Le pire, c'est que lorsqu'ils veulent faire quelque chose, ils le font mal. Je me rappelle de cette réflexion de l'architecte qui a fait construire le théâtre de Hammamet. Dans une réunion, il leur dit « Monsieur, soyez gentil, ne touchez à rien, n'essayez pas d'améliorer, parce que vous allez, comment dire, massacrer... Déformer, en quelque sorte. Et c'est ça qui arrive. C'est-à-dire qu'en plus, lorsqu'on veut faire, on le fait tellement mal que ça devient pire. C'est-à-dire qu'on empoisonne, au fait, ces enfants en faisant de l'animation. Non, c'est le langage qu'il faut leur... Et il faudrait justement, instaurer cela dans l'éducation nationale, dans le programme de l'enseignement, où exactement, Sina Sarkhmi? Là, c'est une discussion technique. À mon avis... Mais le technique aussi, la méthodologie, la technique, oui, non, mais je m'explique que ça demandera il faut créer des stratégies. Je m'explique. Je vous donne un petit exemple. Dans ce livre que on a terminé sur Paul Klee, je raconte la démarche. Je raconte même des expériences très précises. Comment amener, par exemple, je prends la Médina de Tunis et je travaille en très peu de temps avec tous les enfants qui sont dans les écoles de la Médina pour créer un choc, comme une pulsion, quelque chose. Mais ça demande presque un scénario, une mise en scène. Je pense qu'il ne faut pas créer d'à côté. Il faut être au cœur. Il ne faut pas créer des ateliers à côté. Non, il faut vraiment... mais l'éducation, c'est pire que l'armée. C'est tellement bétonné que c'est impossible. Donc, il faut déjà des scénarios de stratégie pour pouvoir pénétrer en douce. Et là, j'ai quelques exemples, mais on rentrera presque en disant, voilà, pourquoi le langage, qu'est-ce qu'on fait là, comment on fait là, quelle est la démarche, quel est le temps, quels sont les moyens. Les moyens, ça peut être un stylo et une feuille. Logresse, qui a un livre qui a fait fortune en Europe et ailleurs, et c'était, j'ai amené mes deux sœurs
elle avait 14 et 15 ans, a dessiné pendant un été avec un stylo-feutre, une feuille, avec des points. Certains connaissent le résultat. Donc, c'est ni les moyens, ni le temps, ni les conditions, c'est l'esprit. C'est vrai qu'il y a une maladie très tunisienne, à mon sens, c'est un pays scolaire, très scolaire, bassement scolaire. C'est-à-dire qu'il a, je dirais, troqué la culture, il a gommé la culture populaire au bénéfice du programme. Et à la fin, nous avons même des dirigeants scolaires. Un dernier mot sur ce qui se passe sur la scène générale, d'une manière générale en Tunisie. Est-ce que vous suivez ce qui se passe? Est-ce que vous êtes connecté ou vous êtes plutôt déconnecté? Si, j'écoute souvent Ziad Krishen. J'aime beaucoup son esprit et d'autres avec lui. C'est pas qu'il manque du bon sens dans ce pays, mais ceux qui ont le bon sens n'ont pas les manettes. Ne sont pas à la bonne place. Non, ils n'ont pas les manettes. Mais je vais vous raconter moi, selon moi, c'est comme si quelqu'un vivait au bord de la mer et on lui annonce qu'il va y avoir un tsunami et que sa maison va être submergée, qu'il faut qu'il prenne le temps de monter la montagne, aller plus haut et sauver ce qu'il peut sauver. Alors il commence par monter, il fait un effort, c'est un peu dur, c'est harassant, c'est épuisant, et il se dit, malin comme il est naturellement, parce que chez nous, tout le monde se pense très malin. Ça c'est très important. Malin comme il est, il se dit, je vais descendre, c'est plus facile, et peut-être que je trouverai un endroit où je peux monter plus facilement. Il se met à descendre, à descendre, à descendre, et à la fin, il est submergé par la vague. C'est pas très heureux comme fin. Non, mais je discute souvent avec un vieux paysan qui est un ami et qui travaille dans les champs. Et un jour, je lui demande quelle est son impression, ce qui s'est passé en Tunisie. Il me dit, écoute-moi bien, je vais te raconter une histoire de Shah. Tout le monde a oublié Shah aujourd'hui. Qui parle de Shah? Qui raconte cette histoire? Ça ne sert à rien, c'est des vieilleries, on les jette. Et pourtant, Shah avait un voisin qui avait un coq, un magnifique coq, qui chaque jour le réveille très tôt. Il l'empêche de dormir, il l'empêche de se reposer. Et un jour, Shah va voir son voisin et dit, je t'aime bien, mais vraiment ton coq, je n'en peux plus. Il me pourrit la vie. Et le voisin lui dit, écoute, viens dîner ce soir, je t'arrange l'affaire. Il vient le soir, il arrive le soir, et son voisin lui offre un couscous avec le coq en prime. Et il a fait le couscous avec le coq, donc Shah se régale, il rentre chez lui en disant, maintenant c'est tranquille. Je vais enfin faire une grasse matinée. Mais à peine a-t-il fermé l'œil que, plutôt que d'habitude, c'est pas un coq, c'est pas 2, c'est pas 3, c'est pas 4, 100 de coqs. Sauf qu'ils n'ont pas la même voix, c'est plus aigu, c'est plus tenu, Il se réveille affolé en disant, on va frapper à la maison de son voisin. Il me dit, mais écoute mon vieux, je t'ai demandé de me débarrasser d'un coq, et voilà que tu me mets 100. Il dit, tu n'as rien compris mon ami. Le coq que tu as mangé, c'était le patron. Maintenant qu'il n'y a plus de patron, c'est tous les autres qui sont montés. Ça, c'est la vie d'un paysan. Et c'est l'histoire de Shah. Et c'est pas très beau. Non. C'est pas beau. Ce livre, il sera dans les librairies quand, Nasser Ahmed? Il est déjà dans les librairies. Il est déjà en dans vente. Les Clairefontaine, le Kitab, la Mars à Tunis. Parce qu'on en a parlé, peut-être que les gens qui nous ont écoutés tout à l'heure, peut-être qu'ils ont envie d'acheter le livre et de le découvrir, de le lire. Voilà. Il y a un prochain film?
Vous travaillez sur un livre sur Paul Klee actuellement, mais est-ce qu'il y a une œuvre cinématographique très prochainement? Oui, il y a un projet qui traîne parce que j'ai demandé de modifier certaines scènes. J'ai attendu 2 ans déjà. C'est un livre sur quoi? C'est un film sur quoi? Sur le parfum. Sur le parfum. Ça ressemble un peu au livre de Susskind? Non. Non. L'Orient, c'était le parfum. Oui. L'Orient, c'était le parfum. C'est très curieux et c'est passionnant comme thématique. L'Orient, c'était le parfum. Aujourd'hui, on n'a plus de parfum. C'est l'Occident qui est devenu le parfum. C'est vrai. Donc, il y a une histoire qui un peu conjugue. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme l'amour. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi sommes-nous là? Mais pas dans une revendication, quelque chose à la trappe, pas du tout. Simplement de dire qu'il faut se réveiller. On est devenu des zombies, des somnambules, ou des spectres. Nasser Ahmir, merci infiniment pour ce moment passé avec nous sur antenne, sur les ondes de RTCI. Je laisse aux auditrices et aux auditeurs le plaisir de découvrir votre nouveau livre qui s'appelle, je rappelle le titre, L'amour selon Nasser Ahmir, Love According to Nasser Ahmir, qui est dédié à Nawara Omar Becha. C'est votre campagne. Oui. Et c'est un très beau cadeau, ça, vous lui offrez votre cœur. Hein. C'est une belle déclaration d'amour. Elle est chanceuse, Nawara. Ah bah, elle m'a beaucoup aidé. Elle vous a beaucoup aidé. Donc oui, nous la saluons, elle est ici dans le studio. Je la salue particulièrement. Merci infiniment, Nasser Ahmir. À très très bientôt. Et vous voulez lire quelque chose? Oui, je voudrais lire ce petit poème d'un derviche. Très bien. Venez et faisons connaissance, rendons aisé le malaisé, aimons et tâchons d'être aimés, ce monde n'appartient à personne. Younus Emre. Il est de quel pays, Younus Emre? Turc, Anatolie. De l'Anatolie. Merci infiniment, Nasser Ahmir. À très bientôt. Merci.